Bonsoir à tous, nous sommes mercredi soir et c'est l'heure de votre émission L'actu en débat, le magazine de la rédaction qui décortique l'actualité nationale et internationale. Trois sujets sont à l'ordre du jour de notre débat. Nous parlerons du passeport de l'AES, quelle réceptivité internationale, ainsi que de l'enseignement supérieur ou la grève perdue. Et nous parlerons également des élections en Afrique, l'équation à multiples inconnus pour l'année 2025. Nous en parlons avec Alexis Calambri, journaliste, directeur de publication du journal Mali Tribune. Monsieur, bonsoir. Bonsoir. Youssouf Sissoko, journaliste, également directeur de publication du journal Athénance. Monsieur, bonsoir. Bonsoir. Une fois de plus, merci d'avoir accepté l'invitation de la télévision TM1. Le 23 janvier dernier, le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition du Mali, président de la Confédération des chefs d'État de l'Alliance des États du Sahel, a informé de la mise en circulation des passeports de l'AES à compter du 29 janvier 2025. Le passeport AES constitue une énième mesure phare qui s'inscrit dans la volonté de renforcement de la souveraineté des États de la Confédération. Mais au regard des défis, le passeport AES pourrait poser des contraintes diplomatiques, convenant notamment avec les pays hors de la Confédération. Car si la souveraineté étant l'apanage de chaque pays, l'AES est souverain de se doter d'un nouveau passeport. Les autres pays sont aussi souverains de l'accepter ou pas. Youssouf Sissoko, un passeport de l'AES, on peut dire que la Confédération est en marche. Oui, on peut dire ainsi, la Confédération est en marche parce que vous l'avez rappelé, le 29 janvier, qui marque d'ailleurs la date anniversaire, si vous voulez bien, du retrait de ce pays-là, de l'AES, de la CEDEAO pour l'AES. Je pense que c'est dans la suite logique, en tout cas, de cette démarche que les trois pays ont lancé justement le passeport le 29 janvier 2025. Et déjà, le passeport est en circulation. Maintenant, quelle est en tout cas la crédibilité ou bien quelle sera en tout cas la réceptibilité, si vous voulez bien, de ce passeport sur les autres, en tout cas dans les autres pays ou sur les autres espaces comme la CEDEAO. Je pense qu'en se référant au communiqué de la CEDEAO, je crois que pour l'instant, la CEDEAO a dit clairement dans son communiqué que les passeports CEDEAO, les pièces en tout cas, arborant le logo de la CEDEAO seront quand même acceptés partout dans l'espace CEDEAO. Et que peut-être qu'il faut attendre le sommet des chefs d'État qui se tiendra peut-être dans 6 mois, au mois de juillet plus précisément. Et au cours de ce sommet-là, certaines décisions seront peut-être prises par la CEDEAO. Et parmi ces décisions, il y a peut-être l'acceptabilité ou pas de la CEDEAO, du passeport en tout cas de l'AES. Donc, mais nous pensons que franchement, ces pays de la CEDEAO et ceux de l'AES vont quand même travailler en parfaite intelligence pour permettre en tout cas aux populations de l'espace de pouvoir en tout cas se mouvoir sur cet espace qui est quand même commun avec vraiment permettre la libre circulation des personnes et des biens. Très bien, justement, M. Kalambiri, ça va, le passeport est en marche. Est-ce qu'on dit que sera l'impact de ce passeport-là, surtout hors AES? À court terme, je pense qu'il n'y en a pas. D'abord parce que la CEDEAO a décidé de garder le statu quo. Donc ça voudrait dire que même si on a le passeport AES, dès lors que ça respecte certains critères, notamment l'aspect biométrie, on peut circuler. Vous savez comment se fait le circuit de la reconnaissance d'un document d'identité? C'est un État souverain qui écrit pour, disons, faire reconnaître un document, y compris les passeports. Quand on a changé de passeport, l'État malien a écrit pour dire que désormais nous avons un passeport biométrique. Quand on a eu la carte NINA, l'État malien a écrit pour dire que c'est désormais une pièce officielle. Donc à partir de là, je pense dès lors que ça respecte les critères de biométrie, il n'y a pas de problème a priori. Peut-être comme disait tout de suite, il faut peut-être attendre le sommet prévu dans 6 mois de la CEDEAO pour voir au-delà de l'acceptabilité, est-ce que ça va nous demander d'autres contraintes par rapport aux États de la CEDEAO? Est-ce qu'on sera obligé de prendre un visa? Est-ce qu'il y aura la libre circulation? Mais a priori, on a le droit d'avoir un passeport différent du passeport CEDEAO. Au passage, un document
qui a été mise en place par le Mali. Et vous savez, c'est sous la présidence du président Konaré que la CEDEAO est arrivée à mettre en place les documents uniques CEDEAO, chacun juste avec son logo, mais voilà, en se retirant, on a le droit de le faire. La CEDEAO ne peut que acter et accepter, peut-être à nous imposer plus tard des conditions, s'il faut des visas, s'il faut d'autres critères. Justement, on sait que c'est vrai que la CEDEAO, dans son dernier comité, a été très souple, la libre circulation est toujours assurée, même les autorités au niveau de l'AES disent que ceux qui ont l'ancien passeport, le passeport qui est le logo CEDEAO peut toujours continuer d'utiliser jusqu'à expiration. Alors justement, on attend ce sommet des chefs d'État là, mais déjà quand on voit, bien sûr, dans le communiqué de la CEDEAO, il y a quelque chose qui tique. Il dit la libre circulation, l'acceptabilité pour un délai bien donné. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas quelque chose, on peut s'attendre à quelque chose de pire dans le jour à venir? Bien entendu. Quand vous quittez en tout cas une organisation, il faut s'attendre quand même à des conséquences. Et surtout qu'il y a une organisation qui a quand même eu à faire des avancées notoires pendant 50 ans. Donc quand vous la quittez, il faut s'attendre bien sûr à des conséquences. Mais je crois que les chefs d'État de la CEDEAO vont peut-être être très réceptifs aux cris de cœur des populations. Parce que je crois que dans leur communiqué, si ils ont été très souples même, c'est parce qu'ils tiennent surtout compte de cela. Parce qu'ils se disent que souvent c'est ceux qui nous gouvernent aujourd'hui n'ont d'abord pas demandé l'avis de leur peuple avant de se retirer de la CEDEAO. Donc on ose en tout cas croire quand même que ce n'est pas le choix tellement des peuples. Et donc je crois que la CEDEAO, les chefs d'État de la CEDEAO vont tenir compte de ça. Mais qu'à cela ne tienne, il faut s'attendre quand même à des mesures rigoureuses parce qu'il ne faut pas quand même permettre à d'autres pays de se retirer. Donc il faut faire en sorte que ceux qui se sont retirés là puissent se décourager ou que d'autres qui ont en tout cas cette volonté-là puissent en tout cas se décourager pour quitter cette organisation. Et je vous avoue sincèrement que je suis de ceux qui pensent que la CEDEAO, c'est vrai, elle a beaucoup de défauts, beaucoup de failles. Elle a commis beaucoup d'erreurs, mais franchement, je trouve que c'est l'une des meilleures, sinon la meilleure organisation, en tout cas en Afrique, qui doit être réformée, qui doit en tout cas être la CEDEAO véritable des peuples. Je crois que la voie a été déjà tracée, n'eût été les différentes instabilités sur l'espace. Je crois que nous étions très bien partis. Et si, en tout cas, en 2027, on venait à créer l'écho, je crois que ça va être du bon quand même. Vous savez, il y a une expression qui me vient à l'esprit. Quand la Grande-Bretagne quittait l'Union européenne, elle a voulu partir du traité de Schengen, mais en gardant l'aspect libre circulation et autres. Et l'expression que l'Union européenne avait sortie, c'était que l'Union européenne n'est pas à la carte. Donc c'est la même chose. C'est-à-dire si on quitte avec les conséquences. On ne peut pas dire nous quittons le traité, mais nous gardons la libre circulation, nous gardons tel aspect. Ce n'est pas à nous de décider en ce moment. Nous ne sommes pas membres, donc tout ce que les non-membres reçoivent comme contrainte devrait l'être appliqué. Vous savez, il faut quelque part rendre justice à la CEDEAO. La CEDEAO a commencé avec l'esprit, disons, d'un regroupement économique régional. C'est chemin faisant que nos chefs d'État se sont rendus compte qu'on ne peut pas dissocier la politique de l'économie et que forcément l'une conditionne l'autre. Ouais. C'est pour ça qu'après plus de 10 ans de discussion, de tergiversation, qu'on est arrivé à mettre en place ce protocole additionnel qui fixe ce qu'ils ont appelé en son temps le minimum démocratique, qui permettait de faire en sorte que notre sous-région soit viable. Aujourd'hui, en Afrique, la CEDEAO est la meilleure organisation sous-régionale. Elle a engrangé des résultats qu'aucune autre organisation n'a obtenus. C'est une organisation humaine. Elle a des failles, mais il y a beaucoup de choses je pense qu'on ne fait pas justice en lui reprochant. Oui. Prenez le cas de la Guinée. Quand le président Alpha Condé a voulu tripatuer la constitution, la CEDEAO est allée en Guinée.
on lui a opposé justement la souveraineté. Et elle est bloquée par cette souveraineté. Et quand il y a eu la crise, quand la CEDEAO est venue, on lui a reproché de n'avoir rien fait pendant la crise. Il faut bien qu'on choisisse un moment. Mais il faudrait effectivement qu'on puisse régler ces questions de souveraineté. Mais en tout état de cause, oui, la CEDEAO a des failles, mais on ne peut pas jeter l'eau du bain avec le bébé. Justement, donc, nous allons suivre l'évolution. Nous attendons d'ici juin pour voir le sommet des chefs d'État, ce qui va s'en suivre. C'est vrai qu'au niveau de l'AIS, on parle plus de réciprocité, mais à un moment donné, il faudra vraiment essayer de voir l'impact et l'inconvénient sur les populations. Nous allons prendre le thème 2 de notre débat. Nous allons parler de l'enseignement supérieur. Donc, une grève perdue après un premier arrêt de travail le lundi 27 janvier dernier. Pour une semaine, le bras de fer entre le gouvernement et les syndicats, la coordination des syndicats de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique se poursuit. Dans un nouveau communiqué, la coordination annonce la reconduction de sa grève pour encore une semaine. Motif, selon la coordination, cette prolongation est due à la mauvaise volonté du gouvernement à donner un contenu concret à la prime de recherche, pourtant notifiée par le décret numéro 2017-0850/PRM fixant les modalités d'application de l'ordonnance numéro 2017-036/PRM relative au statut des enseignants-chercheurs au Mali. Alors, une grève encore, enseignement supérieur, sachant bien que nous avons eu un mois de décalage par rapport aux inondations, la grève perdue, est-ce que nous ne sommes pas encore en train d'aller mettre l'avenir de tous ces apprenants en danger avec cette grève-là, si elle venait à perdurer? Oui, mais bien sûr, bien sûr. Et ce qui est quand même aberrant dans cette histoire, c'est, si vous voulez bien, la sourde oreille que les autorités font. Et puisque, je crois, le préavis, avant la grève, il y a eu un préavis, et ce préavis devrait permettre aux autorités de pouvoir au moins se contacter et de mettre en place une commission de conciliation, comme on le dit. Mais apparemment, ça n'a pas été mis en place, et c'est certainement des contacts qui ne sont pas des contacts souvent formels et officiels, qui ont été faits, et je crois que ces contacts-là n'ont pas malheureusement abouti. Mais je pense que, ça dit que ce qui est quand même grave, c'est le fait de rompre le fil du dialogue. C'est vrai que l'État aujourd'hui, qu'on le veuille ou pas, nous savons tous que les caisses sont vides, mais il faudrait quand même maintenir le fil du dialogue et dire clairement, en tout cas à ces enseignants, à chercheurs, qu'ils sont dans leurs droits et ils ont raison justement de revendiquer ces droits-là. Mais compte tenu de la situation, il faudrait justement trouver des formules pour pouvoir les apaiser et faire en sorte qu'on puisse remettre, en tout cas à plus tard, le règlement en tout cas financier de leurs revendications. Mais c'est ce qu'on ne voit pas et c'est ce qui est à déplorer. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de mépris, c'est ce qu'il faut arrêter. Si on reconnaît qu'ils sont dans leurs droits et ils ont raison en tout cas d'aller en grève, je crois qu'il faudrait faire en sorte que cette grève-là n'atteigne pas un certain niveau. Alors c'est quand même c'est quand même 2 semaines de cours, c'est reconductible. Est-ce qu'on peut dire quelque part que le pacte social de stabilité est en train d'être brisé? Non, mais c'est brisé depuis longtemps parce que en fait, les revendications, pratiquement toutes les corporations avaient mis sous le boisseau leurs revendications vu la situation du pays sécuritaire et autres, et avec le changement constitutionnel. Mais pour moi, c'était une période propice, ne serait-ce que à défaut de pouvoir régler les questions, qu'on discute et qu'on puisse faire des promesses fermes. Mais parce que si vous suivez les syndicats, ils déplorent le fait qu'il n'y a pas de dialogue, qu'ils n'ont pas d'interlocuteur et que depuis que la grève a commencé, il n'y a même pas de commission de conciliation. Donc, ça va amener les gens à se braquer, à amener des frustrations qu'on pouvait éviter. Parce que si vous voyez, avant la grève, il y avait déjà un débat qui consistait à dire est-ce qu'on ne va pas déclarer année blanche les 2 ou 3 années passées, parce qu'on a eu 2 ans où il y a un chevauchement, les gens n'ont ni redoublé ni passé parce que justement l'année n'a pas été correctement exécutée. Donc pour moi, quand il y a une crise, c'est l'État qui est toujours en tort. Est-ce que cette grève ne va pas impacter le cursus des étudiants, surtout pour certaines facultés telles que la médecine, la pharmacie,
c'est encore un danger pour ces étudiants-là, non? Vous savez, c'est ce qu'on déplore au Mali. Depuis des moments, on a des années qu'on colmate, qui ne sont jamais complètes, donc qui fait que, disons, qui impacte les formations, les qualités des ressources humaines qui sont après sur le marché et naturellement qui impacte la production de ceux qui sont après dans la production. On voit toutes les lacunes et toutes les failles des documents administratifs actuellement. C'est quelque part de là que ça vient. Je pense qu'une formation doit être complète. Complète, justement. Et à l'État de faire en sorte que les formations soient complètes. Alors, juste selon vous, avec tout ce que nous vivons, quelles sont les pistes qu'on peut emprunter pour juguler un temps soit plus ces crises-là? Vous savez, dans la gestion d'un État, les choses sont liées. C'est-à-dire que tant qu'on ne cherche vraiment pas à sortir de cette crise, la crise multidimensionnelle dans laquelle nous sommes plongés depuis 5 ans à peu près, je crois qu'il y aura forcément des impacts, en tout cas sur tous les plans. Donc c'est pourquoi j'en appelle encore au sens, en tout cas, au sens, si vous voulez bien, de la responsabilité des autorités pour qu'elles fassent en sorte que nous puissions sortir, que nous mettions fin, en tout cas, à la transition. Parce que les choses vont s'accumuler, les choses vont s'amonceler et finalement, c'est une bombe sociale qui est en train d'être préparée. Donc vraiment, il faut qu'on sorte de ça et qu'on, très rapidement, qu'on rassure le peuple, qu'on fasse de telle sorte que les revendications sociales puissent être, en tout cas, à moins de les satisfaire toutes, au moins qu'on essaie de maintenir le fil du dialogue avec tout le monde et qu'on fasse en sorte que nous puissions véritablement sortir de la crise. La crise. Alexis, comment on peut juguler selon vous ces cascades de crise-là? En parlant aux gens, vous savez, pour moi, l'erreur des syndicats et des syndicalistes a été de dire, au vu de la situation du pays, nous attendons. Ce n'est pas leur rôle. C'est-à-dire, j'ai un problème, comme n'importe quel chef de famille, ton enfant ne va pas te dire, bon, puisque tu n'as pas été payé, j'avais besoin de mes frais de transport, mais puisque ce n'est pas son problème. Tu lui dois ça, tu dois chercher. Donc, peut-être le syndicat a cru et arranger l'État, mais ce n'est pas son problème. Ceux qui sont au pouvoir sont là pour régler les problèmes, sont là pour faire face aux demandes des citoyens. Donc, et ça se fait de plusieurs manières. Je n'ai pas les moyens, je parle aux gens et je discute avec eux. Donc, la vertu est dans le dialogue. Pour moi, à défaut de pouvoir régler, qu'on se parle et qu'on se comprenne, qu'on s'entende sur des choses. Qu'on s'entende sur des choses, justement, nous osons croire qu'il y aura une table de négociation pour pouvoir vraiment aplanir ces divergences de point de vue, pour ne pas impacter vraiment encore les apprenants qui sont les étudiants, qui sont nos frères, nos fils, nos petits-fils, etc. Alors, le troisième point de notre débat, nous allons partir pour 2025, année électorale sur le continent africain. Après 2024, année pendant laquelle 19 pays africains ont organisé des élections pour choisir le chef d'État. La liste des élections africaines en 2025 est plus modeste parce que nous aurons 10 scrutins attendus. La majorité des élections de cette année se dérouleront dans des pays francophones et 7 des 10 élections auront lieu en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale. Rapidement, je vais essayer de vous mettre un peu la puce à l'oreille. Nous aurons le Togo qui va organiser le 15 février les élections parlementaires parce que là-bas le régime a changé. C'est maintenant un PM bis qu'on va élire pour pouvoir vraiment coordonner l'action gouvernementale. Avec cela, il y a le Gabon. Gabon, élection présidentielle prévue pour le 12 avril ainsi que l'élection législative pour août. Malawi, élection présidentielle prévue pour le 16 septembre. Seychelles, élection présidentielle et législative pour le 27 septembre. Et nous aurons Cameroun, élection présidentielle prévue pour le mois d'octobre. La Tanzanie, élection présidentielle et législative pour le mois d'octobre également. La Côte d'Ivoire, élection présidentielle en octobre. Guinée-Bissau, présidentielle en novembre et décembre. Et la République centrafricaine, élection présidentielle et législative. Et la Guinée ferme la marche avec élection présidentielle et législative en 2025. Mais là, pas plus de précision, seulement que 2025 a été annoncé comme année électorale. Alors d'abord, on peut dire déjà que 2025 sera une année très mouvementée sur le continent. Alexis? Oui, sera une année non seulement mouvementée, mais à la limite grosse de défis. Vous savez, chaque cas est atypique. Que ce soit le Cameroun, la Côte d'Ivoire, le Togo, où le président est en place depuis 20 ans,
venu pour assurer l'intérim de son papa. Et bon, je pense que nous avons quand même de l'espoir avec le Ghana et le Sénégal, avec les évolutions technologiques et techniques, pour peu qu'aujourd'hui les dirigeants veuillent bien faire et éviter les crises post-électorales, on peut le faire aujourd'hui. Parce que la technologie a tellement évolué que si on veut vraiment la sincérité du vote, on peut l'avoir facilement. Mais dès lors qu'il y a des raisons qui font douter, qui font penser, qui font croire qu'il y a tripatouillage, on ne pourra pas éviter ces crises-là. Sissoko, on prend le cas particulier des pays de l'Afrique de l'Ouest. On sait que depuis un bon moment, c'est vrai que récemment, à part le Sénégal qui est avec le Ghana, donc surtout quand on prend les pays francophones, on est toujours habitué à des crises post-électorales. Les crises post-électorales. On espère que 2025, au moins, on va nous éviter cela. C'est le souhait en tout cas de tout le monde. D'abord, il faudrait quand même reconnaître que toutes ces élections prouvent à suffisance que la démocratie est irréversible. Donc, qu'on le veuille ou pas, et ceux qui nous font chanter en tout cas d'autres chansons, comme quoi la démocratie a montré ses limites, etc., etc. Je ne dis pas que c'est un modèle infaillible, c'est un modèle en tout cas parfait, mais au moins ça a vraiment donné en tout cas ses fruits et comparativement à d'autres modèles de gestion du pays. Donc ça, c'est un premier avantage. Deuxièmement, à part peut-être le Gabon, je crois que les autres pays sont des pays en tout cas où les institutions démocratiques marchent. Donc, il n'y a pas eu d'instabilité, il n'y a pas eu de rupture, comme on l'a dit, constitutionnelle là-bas, à part le Gabon. Mais pour le cas de la Guinée, je crois que lui, il a déjà annoncé, mais on ne sait pas. C'est pas encore. Il faut que les forces politiques continuent leur pression pour qu'il finalement il fixe carrément la date et le chronogramme bien ficelé. Donc je crois que c'est déjà une bonne chose parce que moi j'ai bon espoir que la démocratie finira par triompher, en tout cas en Afrique, dans tous les pays, surtout en Afrique de l'Ouest. Vous avez cité le cas du Sénégal et du Ghana, qui sont aujourd'hui quand même des modèles, qui ont quand même organisé des élections pacifiques. C'est vrai qu'au Sénégal, il y a eu beaucoup de soubresauts, mais ils ont fini par justement organiser une très bonne élection. Et celui qui a été élu, les résultats ont été acceptés. Donc je crois que les autres pays vont peut-être s'inspirer du cas du Sénégal, surtout notre grand voisin, la Côte d'Ivoire. Franchement, il faut que nous... Justement, parlons de la Côte d'Ivoire. J'ai voulu prendre deux cas, la Côte d'Ivoire et le Cameroun. En Côte d'Ivoire, déjà, l'élection n'est pas encore là, mais il y a la tension, parce que l'ex-président Laurent Gbagbo n'est pas sur la liste électorale, alors que les gens demandent avec insistance. Quand on se refait un peu à l'histoire politique de ce pays, on sait qu'il y a un problème, il faudra résoudre cela, puisque la crise est venue par rapport à cette situation, avec le cas Ouattara, qui lui vient au pouvoir, qui veut faire la même chose. Il y a ce problème-là. Au Cameroun, Paul Biya, là, il joue, on se dit que, bon, là, est-ce qu'avec ces deux pays-là, brusquement, est-ce qu'on doit vraiment avoir peur, ces deux pays-là, concrètement? Oui, vous savez, si je prends d'abord la Côte d'Ivoire, on doit avoir peur parce que le président Addo a réussi, disons, une certaine réforme politique, économique, mais n'a presque rien fait dans le sens de la réconciliation nationale. Et effectivement, les partisans de Gbagbo le disent, pour que Gbagbo ne soit pas candidat, il faut qu'Addo ne le soit pas non plus. Et on ne sait pas. C'est vrai qu'il a coutume d'annoncer très tôt sa candidature. Cette fois-ci, il ne l'a pas fait. Est-ce qu'il va se retirer? Comment est-ce qu'il compte organiser des élections à la régulière? Là est le débat. Comme je l'ai dit encore une fois, oui, il faut de la justice. Je pense que puisque Gbagbo n'a plus de procès de ce genre qui a été blanchi, je pense que on peut l'inscrire sur les listes. Le reste est de la discussion politique. Le cas du Cameroun est vraiment atypique parce que à la limite, ça semble arranger tout le monde, qui est Biya, qui ne dérange personne, qui laisse tout le monde faire ses affaires, qui a installé à la limite un régime paternaliste ou qui semble faire l'affaire de tout le monde. Certains disent, mauvaises langues disent qu'il ne sait même pas qu'il est candidat. Donc, je pense que l'inquiétude vient beaucoup plus de la Côte d'Ivoire. Oui.
Sissoko, oui, pour les deux pays, qu'est-ce que vous pouvez dire rapidement? Oui, pour la Côte d'Ivoire, vous savez, très généralement, pour les pays de l'Afrique centrale, là, qui, à mon avis, font de la démocratie, en tout cas taillée à leur mesure. Mais pour le cas de l'Afrique de l'Ouest, je crois que nous sommes en tout cas un bon élève de la démocratie. Mais la Côte d'Ivoire, effectivement, doit inquiéter parce que, en fait, Ado, comme Alexis l'a si bien dit, il a réussi quand même à faire un boom économique, en tout cas dans son pays. Aujourd'hui, qu'on le veuille ou pas, la Côte d'Ivoire est parmi, en tout cas dans la sous-région, est parmi les pays les plus émergents. Mais franchement, ça ne suffit pas effectivement pour être un bon président parce qu'il aurait dû, comme Alexis l'a dit, faire de la réconciliation son cheval de bataille pendant tous les mandats qu'il a quand même exercés à la tête du pays. Mais malheureusement, à ce niveau-là, il a un tout petit peu péché à mon avis. Donc je crois que ça ne coûte absolument rien pour lui de mettre Gbagbo sur la liste électorale et de permettre même à Guillaume Soro de venir et que tout le monde participe, que l'élection soit une fête électorale. C'est-à-dire que ça soit une fête et que les gens ne se regardent pas en chien de faïence, que les résultats ne soient pas contestés après. Je crois que pour sa candidature, je ne sais pas, parce que franchement, je veux faire économie de ça, de ce débat-là, parce que à partir du moment où on est à une nouvelle république, je crois que pour moi, il peut être candidat, mais à condition que tout le monde participe. Oui. Chers téléspectateurs, voilà ce qui me fait à notre débat. Nous suivons le processus. Nous osons croire que le cri de cœur de nos invités sera entendu du côté de la Côte d'Ivoire pour qu'il y ait des élections apaisées, pour permettre à ce pays de continuer son essor de développement. Merci de nous avoir suivis. Nos invités étaient Alexis Kalambiri, journaliste, directeur de publication du journal Mali Tribune, et Youssouf Sissoko, également journaliste et directeur de publication du journal Athénance. Quant à moi, je vous dis de rester à notre compagnie. D'ici là, portez-vous bien et que Dieu bénisse le Mali. Au revoir.